La Voix de l'Amérique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro du Washington Forum, dominé cette semaine par l'impact des élections de mi-mandat aux États-Unis. Le président américain est contraint depuis mardi à cohabiter avec ses adversaires républicains. Leur parti a pris le contrôle total du Congrès. Quelles conséquences pour Barack Obama et pour le reste du monde? Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum que vous propose la VOA. Analyse et commentaires à venir sur la déroute électorale des démocrates américains. Mais d'emblée, le nécessaire suivi de la situation au Burkina Faso, où un accord a été trouvé mercredi sur une transition d'1 an jusqu'à la tenue d'élections en novembre 2015. Le compte-rendu de Nicolas Pinault. Malgré la pression internationale, les militaires sont toujours au pouvoir à Ouagadougou. Mercredi, 3 chefs d'État ouest-africains sont venus dans la capitale burkinabé pour rencontrer les différents acteurs de cette crise. John Dramani Mahama, président en exercice de la CEDEAO, et ses homologues du Nigeria et du Sénégal n'ont rien obtenu de nouveau avant le sommet de l'organisation régionale d'Accra cette semaine. La transition devra s'achever dans 1 an par une nouvelle élection présidentielle. La levée immédiate de la suspension de la Constitution permettant au Conseil constitutionnel de déclarer la vacance du pouvoir et annoncer les processus de la mise en place d'un gouvernement de transition. L'Union africaine a lancé un ultimatum de 15 jours au lieutenant-colonel Zida pour transférer le pouvoir aux civils. Ce dernier multiplie les consultations, écoute les autorités religieuses, les partis politiques et la société civile. Zida multiplie les déclarations de consensus, mais il occupe toujours le palais de Kossiam. Il fallait aussi les rassurer, de dire que nous ne sommes pas là pour usurper et nous asseoir et gérer le pouvoir d'État. Mais nous sommes là pour aider à sortir le pays dans une situation où il s'est retrouvé par la force des choses. Il vaut mieux être patient. Nous allons aller très vite, mais en tout cas, veiller à ne pas commettre d'erreurs qui va être encore dommageable à notre pays. À l'origine du jeudi noir qui a contraint au départ Blaise Compaoré, l'opposition semble impuissante, incapable de s'entendre sur le nom de la personnalité civile qui pourrait diriger la transition. Les opposants demandent pourtant le transfert immédiat du pouvoir. L'opposition a déjà dit et redit qu'elle souhaite que la transition soit démocratique et civile. Mais l'opposition est d'avis que le modèle de transition démocratique et civile qui pourrait conduire notre pays à une nouvelle vie constitutionnelle normale ne peut être que le résultat d'un consensus national, obtenu à la suite de concertations larges, impliquant toutes les forces démocratiques et sociales et toutes les institutions du pays, y compris et surtout l'armée nationale. Face à toutes ces tergiversations, les Burkinabés qui ont fait souffler un vent de changement dans leur pays espèrent ne pas se faire voler les idéaux de la révolution. Nicolas Pinault, Washington, la Voix de l'Amérique. Voilà pour les derniers développements au Burkina Faso ce jeudi. Merci Nicolas. Et maintenant l'heure d'aborder le thème principal de ce Washington Forum, les élections américaines. 2 invités avec moi au studio 52 de la VOA. André de Lesnera, grand reporter de la VOA, Nestor John Cam, américain d'origine camerounaise, candidat indépendant à la mairie de Washington, D.C. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec eux, flashback sur la soirée électorale de mardi qui a vu le président démocrate Barack Obama perdre la majorité au Congrès américain à mi-chemin de son 2e et dernier mandat. Ses opposants républicains ont non seulement confronté leur mainmise sur la Chambre des représentants, mais ont également pu ravir le contrôle du Sénat des mains des démocrates. Lionel Gaïma. Les Américains ont voté mardi dans des élections sénatoriales cruciales. Ils ont confié à des républicains des sièges qui étaient aux mains des démocrates. Ça a été le cas au Colorado où le sénateur démocrate Mark Udall a été battu par son adversaire républicain Cory Gardner. Ce soir, nous avons ébranlé le Sénat. Vous avez ébranlé le Sénat. Nous allons travailler pour réparer un Washington déphasé, déconnecté de la réalité, dépassé.
and out of time. Dans l'Iowa, la républicaine Joni Ernst doit son élection au Sénat à l'engagement qu'elle a pris de contrôler le gouvernement fédéral. Contrôler les dépenses du gouvernement fédéral et réduire les impôts, ainsi que les régulations pour permettre aux entreprises de prospérer et d'investir. Les élections de mardi n'ont pas été une victoire totale pour les républicains. Des démocrates comme la sénatrice Jean Shaheen ayant été réélue pour un autre mandat à la Chambre haute. Je travaillerai avec tout le monde au Sénat, démocrates, républicains, indépendants, pour accomplir des choses. Mitch McConnell, leader des républicains au Sénat, dirigera en janvier cette institution. Je ne m'attends pas à ce que le président se réveille demain et voit le monde de manière différente ce matin. Il sait que c'est pareil pour moi aussi. Mais nous avons l'obligation de travailler ensemble sur les questions où nous pouvons nous entendre. Les républicains ont par ailleurs gardé leur majorité à la Chambre des représentants et enregistré plusieurs victoires dans des élections de gouverneurs d'État. La plupart des électeurs disent en avoir ras-le-bol avec l'impasse politique à Washington entre démocrates et républicains. Ils doivent commencer à faire quelque chose et je pense qu'il faut que cela change, purement et simplement. La colère contre Washington aura été un élément déterminant selon le stratège politique républicain Ford O'Connell. Les 2/3 des Américains pensaient que leur pays empruntait le mauvais chemin. Ils voulaient un changement de direction. Maintenant, il incombe aux républicains d'amener ce changement. Le scrutin était comme un référendum sur le leadership du président Obama, selon le professeur Alan Lichtman d'American University. Le président Obama a fait tomber les démocrates. Ce n'est pas que les républicains aient présenté des grandes idées ou solutions originales aux problèmes de la nation. Ils n'ont fait que lier chaque candidat démocrate à un président démocrate impopulaire. Réagissant à la nouvelle donne politique à Washington, le président Obama a déjà invité les leaders de 2 chambres du Congrès, républicains et démocrates, à le rencontrer vendredi à la Maison-Blanche. On va donc en parler en profondeur. Mais d'abord, Nestor John Cam, vous vous êtes présenté à l'élection du maire de Washington, D.C., remportée par la candidate démocrate Muriel Bowser. Elle succède à Vincent Gray, du même parti démocrate. C'était votre 3e participation à cette course municipale. Quelle a été l'issue vous concernant? Effectivement, Monsieur Jacques, merci de m'avoir sur ce plateau. C'est avec honneur et plaisir, franchement, que je me trouve devant vous sur ce plateau. Et en tant que ancien démocrate, j'ai laissé le parti parce que, franchement, je voyais cela venir il y a des années. Et c'est pour ça que j'ai démissionné à être plutôt indépendant. Et donc, vous aviez lancé le mot d'ordre pour soutenir Muriel Bowser, c'est ça? Exactement. Voilà. Alors, parlons de la déroute des démocrates au niveau national. Voici ce qui était en jeu. 1/3 des 100 sièges au Sénat, 435 à la Chambre des représentants et 36 des 50 postes de gouverneurs. Nous vous le disions, les Républicains ont fait carton plein, pas seulement en remportant le Sénat et en accroissant leur majorité à la Chambre, mais aussi en élisant des gouverneurs dans des États qui n'avaient pas vu la couleur républicaine depuis longtemps, comme dans le Maryland. Barack Obama a livré son analyse au lendemain du scrutin. À tous ceux qui ont voté, je veux dire que je vous ai entendu. Aux 2/3 d'entre vous qui n'avaient pas voté, sachez que je vous entends aussi. J'ai hâte de travailler avec le nouveau Congrès et de faire en sorte que les 2 prochaines années soient les plus productives possibles. Je vous assure que mon intention est d'accorder de la valeur aux idées présentées en fonction de leur intérêt pour le peuple américain, peu importe qu'elles proviennent des démocrates ou des républicains. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, un gouvernement divisé ne signifie pas que vous ne pouvez rien accomplir. Mitch McConnell, chef pressenti de la majorité républicaine au Sénat, intervenant après le président Obama. Pour des politologues, il s'agit avant tout d'un vote sanction contre le locataire de la Maison-Blanche. Mais André, pourquoi c'est lui qui doit assumer cette défaite des démocrates? Il est le chef du Parti démocrate. Alors c'est certain que quand vous êtes le numéro 1, c'est vous qui allez encaisser. Et il faut aussi souligner que la cote de popularité du président est très basse, à peu près 40%. C'était à 80% lors de son élection il y a 6 ans. Mais
il y a aussi une chose, c'est que les républicains sont arrivés à lier chaque candidat du Sénat, démocrate, à Obama. Alors évidemment, si dans toutes les publicités, il le lie justement à Obama, c'est certain, et les sondages sont très bas. Il y a même des sénateurs qui n'ont pas voulu l'aide du président. C'est jamais vu, ça, des choses comme ça. Non, restez à Washington, ne venez pas m'aider. Alors cela montre évidemment que c'est lui qui est en grande partie la cause de la défaite. C'est pas la politique, mais c'est lui. Alors, mais quasiment tous les indicateurs économiques sont au vert. La croissance atteint de bons chiffres et le chômage est au plus bas depuis 6 ans. Alors la question, Nestor, Barack Obama a-t-il été puni trop sévèrement par l'électorat? Je dirais bien sûr oui. Oui, dans le contexte que franchement, j'ai été très proche de lui et il y a eu des possibilités qui pouvaient franchement le permettre de sortir de cet engouffre, mais il s'est incliné d'autre côté, que radicalement les gens n'ont pas aimé. Moi particulièrement, je n'ai pas aimé. J'ai demandé maintes fois franchement qu'il fallait réajuster un peu au milieu. Ils n'ont pas compris. Et c'est dans cette perspective, franchement, que j'ai décidé de démissionner. Même vous, alors, hormis l'économie, les priorités des Américains demeurent la santé, l'immigration illégale et la politique étrangère. Ebola et le groupe État islamique ont dominé le thème de plusieurs publicités républicaines pendant la campagne. Alors, André, l'administration Obama a-t-elle donné l'impression d'une gestion approximative et sans vision de ces dossiers? Oui, il semble que c'est le cas, qu'il y a une perception d'un manque de leadership à la Maison-Blanche. Et d'ailleurs, les républicains ont même postulé une chose un peu invraisemblable, c'est qu'il peut être un danger pour l'Amérique. Mais c'est justement qu'il a réagi d'une façon très tard en Syrie, il a réagi avec l'État islamique. Alors c'est justement un président qui, d'après les républicains et d'après le fait de certaines de ses actions, est indécis. Et là, ça a joué d'une façon assez énorme. Et la victoire écrasante des Républicains, Nestor, signifie-t-elle également plus de fermeture du gouvernement, le shutdown, comme il est connu ici? Le Congrès va-t-il davantage bloquer les projets du président? Je suis convaincu. Je suis convaincu parce que chaque fois, quand vous avez la majorité dans les deux chambres, franchement, s'il n'y a pas de consensus, et je ne vois même pas comment il va s'en sortir dans les 2 ans à venir, dans le contexte que franchement, maintenant que les deux chambres sont dans la main des républicains, il serait vraiment difficile de faire passer n'importe quel bill. N'empêche, il y a eu des scénarios similaires par le passé. Similaires, par exemple, sous la présidence de Reagan, le deuxième mandat. D'ailleurs, entre Reagan et maintenant, tous les présidents du deuxième mandat ont justement la Chambre de l'autre partie, la Chambre et le Sénat. Il y a eu Tip O'Neill, qui était le président de la Chambre des représentants, démocrate, et Reagan, qui sont arrivés à d'énormes compromis. Moi, je ne suis pas certain que ça ne peut pas marcher, parce que, rappelez-vous, il y a 4 ans, les républicains ont gagné la Chambre des représentants. Maintenant, ils gagnent le Sénat. La seule chose qu'il leur reste, c'est la Maison-Blanche. Et entre maintenant et les élections dans 2 ans, ils doivent prouver au public américain qu'ils peuvent gouverner. Mais André, y a-t-il également la possibilité que les élus républicains reviennent sur les lois déjà adoptées, telles que la réforme santé, le fameux Obamacare, qui était jusque-là protégé par le Sénat? Oui, ils peuvent tout à fait. C'est certain. Et d'ailleurs, Mitch McConnell souligne, on ne va pas attaquer le plan en gros. On va trouver des fissures, justement, là, et on va essayer d'éliminer petit à petit, comme on enlève des briques d'une maison. C'est certain que les républicains ne vont pas dire « Ah ben maintenant on va gouverner, donc on ne va pas suivre notre propre programme ». Alors ce sera assez intéressant de voir comment le président Obama va naviguer, justement, et on se demande s'ils vont vraiment arriver à des compromis, étant donné que pendant 6 ans, il n'y avait aucun progrès. Et rappelez-vous de la fameuse phrase de Mitch McConnell quand Barack Obama a été élu, « Nous allons faire en sorte qu'il soit un président d'un mandat ». Il n'est pas arrivé à ça. Bon. Pas arrivé à ça. Alors, le débat continue dans un instant. Le temps de vous proposer un message d'intérêt public concernant l'épidémie d'Ebola. Il nous vient de la première dame de la République de Guinée. Bien se laver les mains peut vous aider à vous protéger et protéger votre famille de la maladie d'Ebola
et aussi d'autres maladies. Ebola est une maladie très grave, mais il est possible de survivre et de guérir avec un traitement médical approprié. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez pense avoir cette maladie, il faut aller à l'hôpital tout de suite pour obtenir un traitement. C'est votre meilleure chance de survivre à la maladie et aussi de protéger les gens autour de vous pour qu'ils ne contractent pas la maladie d'Ebola. Ne risquez pas votre vie ou celle de votre famille et de vos proches. Si vous pensez avoir Ebola, allez à l'hôpital tout de suite. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Nous braquons les projecteurs sur les retombées de la défaite du parti du président Obama aux élections de mi-mandat. Nos invités, André de Nesnera, grand reporter de la VOA, et Nestor John Cam, qui a brigué la mairie de Washington, D.C. Nous allons les retrouver dans quelques petites minutes. Place maintenant aux commentaires Facebook. Samson Augustin et ceux de Yamoussoukro, Côte d'Ivoire. Le président Barack Obama sera obligé de composer avec les Républicains. Il n'a pas d'autre alternative. Pour toute décision concernant la vie de la nation et de la politique extérieure, il sera tenu de respecter l'opinion de ses opposants. Brel Badia du Congo-Brazzaville, habitant à Paris, c'est l'expression d'une vraie démocratie. Le président Obama nous l'a bien signifié en disant que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts, mais avait besoin d'institutions fortes. Serge Ago Gonungo d'Abomey-Calavi, Bénin, le président Obama aura des difficultés dans la mise en œuvre de sa politique, d'abord dans son propre pays et ensuite évidemment celle pour l'Afrique. Et Jeffrey Lunga de Lubumbashi, RDC, Obama, c'est du has-been, un peu dur. Nombre de membres de la diaspora africaine qui ont le droit de vote aux États-Unis se sont également rendus aux urnes. Roger Muntu a rencontré quelques-uns d'entre eux. Salut Roger. Salut Jacques. Élection. D'après ces membres de la diaspora africaine en Amérique, la différence entre les scrutins africains, bien sûr, et organisés dans des sociétés en développement, au système politique relativement instable, et ceux des démocraties occidentales, est un rappel, Jacques, qui reste encore beaucoup à faire. Les bureaux de vote ont ouvert à partir des 6 heures, heure locale, ici à Washington, pour ces élections générales qui devaient renouveler les sièges de la Chambre de représentants, ainsi qu'une partie des sièges du Sénat et des gouverneurs d'État. Carole Zigani est burkinabé. Elle vit aux États-Unis depuis 8 ans. Cette étudiante de George Mason University en Virginie compare le système de vote américain à celui de son Burkina natal. Les élections ne sont pas vraiment organisées de la même manière. Ce que j'ai vu, il y avait plein d'ordres. Les gens sont venus, ils avaient leur carte électorale. Au Burkina Faso, ce n'est pas nécessairement la même chose. Les choses ne sont pas vraiment électronisées. Généralement, les élections au Burkina Faso se déroulent manuellement. Ismaël est informaticien dans une grande boîte de la place. Selon lui, en Afrique, on a plus tendance à écrire aujourd'hui sur les élections pour en démasquer les imperfections et dénoncer les inadaptations. Pourtant, il y a un problème immédiat à résoudre. Ce serait très bien si les pays africains pouvaient utiliser ces nouvelles technologies dans la mise en œuvre du bulletin des votes. Et je pense que nous avons toujours malheureusement un très long chemin avant d'y arriver parce que cela nécessite beaucoup de fonds. La différence entre le vote en Afrique et en Occident est autant dans le regard qui est porté par les chercheurs que dans la culture politique des électeurs. Nos amis ont quelques conseils. Si vraiment les élections étaient faites dans la démocratie, je peux dire, je crois que plus de personnes seront un peu plus motivées pour vraiment aller voter. Il faut qu'il y ait des personnes intègres qui soient habilitées à suivre l'évolution de ces votes-là. Et même avec le peu de matériel qu'on peut utiliser, il faut toujours qu'il y ait de l'intégrité dans ce processus-là. À mon avis, Pour cette étudiante, la situation actuelle au Burkina Faso est un signal fort aux dirigeants africains sur le fait que l'Afrique a changé. On ne peut plus s'imposer ou conserver le pouvoir pour ses propres intérêts.
Il faut mobiliser ces sociétés africaines en solidarité pour se préparer à des échéances électorales cruciales. Jacques, ces jeunes m'ont dit à la fin de notre entretien « We keep our hope alive » pour dire qu'ils gardent encore espoir. Jacques. Ouais, il faut bien garder l'espoir et en fait revenons aux alternatives qui s'offrent à Barack Obama au cas où ces projets sont bloqués par le Congrès. Nestor, Barack Obama aura-t-il davantage recours au droit de veto et au décret présidentiel, les fameux Executive Orders, pour gouverner au cours des 2 prochaines années? Jacques, je voulais faire recours tout à l'heure pour le Obamacare. Ouais. Je pense que ce serait un peu difficile puisque dans le contexte où Obamacare se trouve présentement, cela est devenu une loi. Une loi, franchement, que ça va couler beaucoup d'encre pour pouvoir reverser. D'accord. Et qu'en est-il? Peut-être que je vais poser la question à André. Executive Orders, décret présidentiel, droit de veto? Oui, le droit de veto, évidemment, c'est une des armes politiques d'un président. Il a le droit de veto. Regardez la composition du Sénat. Il faut 2/3 des sénateurs pour contrecarrer un veto. Donc 66 sénateurs, c'est énorme. C'est énorme. Donc ça sera un peu difficile à contrecarrer justement des vetos. Mais c'est certain que les executive orders, comme vous dites, c'est pas vraiment une façon de gouverner. C'est simplement... Et alors, il voudrait que ça soit des executive orders pour un certain temps. Et puis peut-être entre-temps, là, ils arriveront à se mettre d'accord sur certains projets. Pour ce qui est de la politique étrangère, des observateurs estiment que plusieurs dossiers seraient touchés. L'accord avec l'Iran, les négociations commerciales sur le traité transpacifique et le traité transatlantique, la présence américaine en Afghanistan, la relation avec la Chine. André, alors en fait, la question que je voulais vous poser, même si la Constitution lui accorde certains pouvoirs pour la politique étrangère, les républicains pourront-ils compromettre le président Obama sur la scène internationale? C'est très difficile pour un parti de contrecarrer un président. Mais il faut se rappeler que le Congrès a des fonctions très précises. Le Sénat, par exemple, doit ratifier tous les traités. Comme rappelez-vous, le nouveau traité START, qui a été signé en avril 2010 entre Obama et à cette époque-là, le président russe Dmitri Medvedev. Et deuxièmement, la Chambre des députés, le Congrès, a en fait le droit de déclarer la guerre. Alors, par exemple, Franklin Delano Roosevelt est allé au Congrès pour demander l'approbation de la guerre. C'est certain que les présidents aussi arrivent à un peu naviguer ces eaux du Congrès, mais le Congrès a des fonctions très, très, très précises en ce qui concerne la politique étrangère. Alors, le débat continue concernant sa politique étrangère, mais en quoi ce changement au Congrès va-t-il affecter la politique africaine de Barack Obama? Jacques, au début, Barack n'a pas eu une portefeuille africaine où, franchement, ça pouvait affecter. L'Afrique a cru peut-être que c'était un ange qui venait du ciel pour les sauver, mais au contraire, il n'a pas fait grand-chose à l'Afrique comparativement au président passé. Alors, il y a beaucoup, justement, qui ont parlé du président Bush Junior, qui avait une politique africaine. Je me souviens très bien. Il est le seul. Il est le seul, franchement, par rapport à ce que j'ai vu en Afrique, qui a mis beaucoup de choses en œuvre comparativement au président Obama. J'ai été particulièrement très déçu de sa politique africaine. Bon, c'est un chef d'État, c'est mon chef d'État que je dois respecter, quelles que soient les circonstances. Mais appelons le chien par son nom, j'avais dit aux Africains dès le début que franchement, n'attendez rien de lui parce que sa priorité, c'est l'Amérique. C'est très difficile de savoir quelle est sa politique africaine, en fait, quand on compare ça à Bush. Oui. Il n'y a même pas de comparaison, André. Si vous voyez bien sur le plateau, il n'y a pas de comparaison. C'est comme le ciel et le jour, c'est comme le jour et la nuit. On en a beaucoup parlé ici même dans Washington Forum. Alors, à l'occasion de ces élections, les Américains se sont également prononcés sur de nombreuses questions de société. Les électeurs ont ainsi approuvé de fortes hausses du salaire minimum, y compris dans des fiefs républicains, la légalisation du cannabis à Washington, D.C. et dans l'État d'Oregon, l'interdiction du gaz de schiste à Denton,
Arlington, ville du Texas, et une taxe sur, c'est une taxe sur les sodas à Berkeley. Alors qu'il votait pour les républicains, les électeurs donnaient en même temps leur feu vert aux politiques qui sont plutôt prônés par les démocrates. André, comment interprétez-vous ces étonnants contrastes de la part de l'électorat américain? Encore une fois, ce n'était pas un référendum sur la politique de Barack Obama, mais sur sa personnalité. Et donc, toutes les questions locales, il se rapprochent, si vous voulez, du centre. Mais en ce qui concerne les élections locales, ça n'a vraiment pas à faire avec les élections présidentielles. Ces élections, Nestor, donnent-elles également le ton de la campagne pour la prochaine élection présidentielle? Je dirais bien oui. Je dirais bien oui dans la mesure où, franchement, ici, la politique est locale. Et puis, maintenant, les dossiers comme l'immigration, la santé, l'emploi, tous ces consorts qui ont été à la une de cette élection, et la politique étrangère n'a pas vraiment battu son plein comme nous l'avons souhaité. Alors, les tendances sont là, très précises devant nous, que si il ne parvient, même s'il change pour les 2 ans, les électeurs ont déjà une idée de quel genre de président, quel genre de leader ils aimeraient avoir pour le futur. Donc, franchement... Alors, vous me tendez la perche. L'ancienne première dame et ex-secrétaire d'État André, Hillary Clinton, n'a pas encore dit si elle serait candidate en 2016. Elle s'est très impliquée quand même dans la campagne des midterms. Alors, que signifie la débâcle des démocrates pour Mme Clinton? Pour l'instant, je crois pas vraiment, pas grand-chose. Parce que maintenant, ils vont regarder vers l'avenir. Il y a un débâcle des démocrates, mais maintenant, il faut choisir un leader. Et ce n'est pas tout à fait certain que ce sera Mme Clinton. Premièrement, elle n'a pas postulé pour... Et deuxièmement, comme a dit le président Harry Truman, 15 minutes est une éternité en politique. Alors là, nous parlons 2 ans. On ne sait pas qui va justement se présenter, aussi bien du côté républicain que du côté démocrate. D'ailleurs, on dit que les démocrates ont un leader, c'est-à-dire Clinton, et pas de message, tandis que les républicains ont un message et pas vraiment de candidat leader vers la présidence. Alors, il nous reste une petite poignée de minutes. André, d'après le New York Times, certains candidats ultra-conservateurs ont souhaité lancer une procédure d'impeachment, c'est-à-dire de destitution contre Barack Obama. Il y a eu déjà de telles menaces par le passé. Maintenant que les républicains contrôlent le Congrès, pourront-ils envisager une action aussi radicale? Ce sera, comme vous dites, tout à fait radical. Et surtout à un moment donné où ils veulent, comme on l'a dit avant, prouver au peuple américain qu'ils peuvent gouverner. Alors si vous êtes là, simplement vous passez tout votre temps dans des questions de impeachment, ça ne rime à rien. Il faut absolument, eux, ils voient très bien qu'il faut bâtir. Et il ne faut pas du tout utiliser le impeachment comme une destruction d'une autre personne qui déjà a pris une assez grande raclée, comme il l'a dit, dans la question électorale. Nestor? Oui, je suis d'accord avec André, puisque franchement, ils ont beaucoup de choses à faire que de perdre le temps sur le négatif. Alors, donc, l'impeachment, c'est une formule américaine juste de fois pour distraire un peu les enjeux, mais au sens de la logique des choses, je ne les vois pas en train de perdre de temps sur l'impeachment parce que... Et puis, ce serait un gros risque quand même. Un gros risque, surtout s'ils veulent la présidence. Alors non, ils ont beaucoup à faire mieux que ça, franchement. Oui. Et les prochaines 2 années de Barack Obama, comment vous les voyez? Encore une fois, ce sera maintenant extrêmement important que les républicains et les démocrates se mettent d'accord sur toutes sortes de programmes. Voilà. Merci à nos invités, Nestor John Cam, américain d'origine camerounaise, candidat indépendant à la mairie de Washington, D.C., et André de Nesnera, grand reporter de la VOA. Petit clin d'œil à nos amis et confrères de Radio Soleil FM, notre partenaire à Butembo en RDC. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.